Bonsoir à tous. L'utilisation de l'arme chimique en Syrie est avérée, démontrée, répétée. Ce sont les mots d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Le Premier ministre s'expliquait 3 jours après les frappes françaises. Les universités toujours bloquées. Ce matin, des étudiants de Nanterre n'ont pas pu passer leur partiel. Les examens sont reportés. Une dizaine de sites sont touchés en France. À la une également, accepteriez-vous de travailler plus pour gagner la même chose ? Débat relancé sur une deuxième journée de solidarité à l'image du lundi de Pentecôte. La piste est envisagée selon Emmanuel Macron. Et puis le PSG, facile vainqueur du championnat hier soir. Le titre pour les Parisiens, mais peut-être pas pour Ben Arfa. L'attaquant n'a pas joué une seule minute cette saison et pourrait être privé de breloques. À 22h15, Jean-Claude Masse est notre invité, secrétaire général de la CIMAD, association qui vient en aide aux réfugiés. Les députés examinent en ce moment même le projet de loi Asile et Immigration. Quelles sont les avancées, les défauts ? On en parle dans un quart d'heure. La météo de Christine Peña, l'été au programme toute la semaine. La bourse avec Didier Hameau et puis la belle entreprise des tablettes de légumes 100% bio. Europe Nuit. La ligne rouge a été franchie, déclaration d'Édouard Philippe cet après-midi. Comme le veut la Constitution, le gouvernement était appelé à s'expliquer 3 jours après les frappes françaises en Syrie. Débat, rhétorique, sans vote et a posteriori, ce qui a copieusement agacé les députés de l'opposition. William Galibert. Oui, et si vous n'êtes pas content, faites-vous élire et changez donc la Constitution. Leur avait déjà répondu en substance hier Emmanuel Macron. Et dans l'hémicycle cet après-midi, c'est le Premier ministre qui est venu défendre les bombardements français. Riposte justifiée, proportionnée et nécessaire, explique Édouard Philippe. Le risque et le coût de l'inaction étaient plus grands encore. La droite, elle, invoque Jacques Chirac et son choix de ne pas intervenir en Irak. Le républicain Christian Jacob exige comme préalable un mandat des Nations Unies. En intervenant sans mandat, nous craignons que la France se soit encore un peu plus isolée dans cette région du monde où pourtant ces liens auraient dû lui permettre de jouer un rôle à la mesure de son histoire. C'est pour nous, Monsieur le Premier ministre, une occasion manquée. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il s'interroge sur le choix de ces frappes ultra ciblées. Qu'est-ce qu'une déclaration de guerre qui n'en est pas une quand on attaque un pays à plus de 3000 km de distance ? Devons-nous considérer que bombarder 3 usines, ce n'est pas une déclaration de guerre et que par conséquent, à Pearl Harbor, ce n'est pas la guerre qui a commencé ? C'est fini le temps où à quelques pays on pouvait décider pour tout le monde. Tenez-vous-le pour dit. Débat de pure forme, débat sans vigueur à l'Assemblée et sans vote. Donc, commentaire de Marine Le Pen, on fait juste semblant de s'intéresser à ce que pensent les députés. William Galibert du service politique d'Europe 1 et on apprend ce soir que la France a l'intention de retirer la Légion d'honneur à Bachar el-Assad. Une procédure a été engagée sur place en Syrie. Les enquêteurs de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques pourront peut-être commencer à travailler mercredi. Aujourd'hui, les accès à la ville de Douma leur ont été bloqués. Problème de sécurité selon la Syrie et la Russie. Depuis une demi-heure, il planche sur l'un des grands chantiers du quinquennat. Les députés examinent le projet de loi Asile et Immigration. Un projet qui divise, y compris au sein de la majorité. Certains députés La République En Marche annoncent qu'ils ne voteront pas le texte. Que comporte-t-il et quels sont les points de blocage ? On voit ça avec Maxence Lambrec. D'abord, ce qui fait hurler l'aile gauche de la majorité, c'est la durée de rétention des migrants dans les centres. Aujourd'hui, 45 jours maximum. Demain, 90 jours pour avoir, je cite, le temps d'organiser leurs expulsions. Ce texte s'attaque aussi à la procédure de demande d'asile. Aujourd'hui, avant d'avoir la réponse de l'administration, les migrants attendent une année entière. Objectif, diviser ce délai par 2. 6 mois, pas plus. On va plus vite faire le tri, m'explique un député de la majorité, et donc mieux accueillir ceux qui ont leur place ici et expulser plus vite les migrants économiques. Résultat, les délais de recours sont divisés par 2, moins de temps aussi pour déposer sa demande, moins de courriers, plus de mails, certaines auditions par vidéoconférence. Ce qui coince aussi, ce sont les quelques dispositifs très techniques qui vont faciliter les expulsions. Mais on est loin d'une réforme complète du droit d'asile. 44 pages, 41 articles, c'est assez peu. Rien dans ce texte sur les mineurs isolés. Peu de choses pour l'intégration des demandeurs d'asile, à part des cours de français plus nombreux
nombreux. Alors ce soir, la gauche évoque un texte liberticide, la droite un projet sans ambition et la majorité, pour une fois, ne parle pas d'une seule voix. Maxence Lambrec du service politique d'Europe 1. Les associations sont vent debout. On y revient à 22h15 avec notre invité Jean-Claude Masse, le secrétaire général de la CIMAD. Pas de repreneur pour l'ancien abattoir de poulet Tilly Sapco. Les candidats avaient jusqu'à ce soir pour se manifester. Aucun dossier n'a été déposé pour relancer l'entreprise en redressement judiciaire depuis un mois. 64 emplois sont menacés. Soyez vigilants si vous devez prendre l'avion demain. Le mouvement social se poursuit chez Air France. 30% des vols seront annulés. C'est ce qu'annonce la direction qui propose ce soir un nouvel accord sur les salaires. Une augmentation générale de 7% sur 3 ans. Les syndicats ont jusqu'à vendredi pour accepter. Dans les universités, ça ne va pas beaucoup mieux. Une dizaine de sites sont toujours bloqués. À Strasbourg, les étudiants ont voté le blocage complet de leur fac aujourd'hui. À Nanterre, ce matin, les partiels ont même dû être annulés. Victor Delande, certains étudiants barraient les accès. Oui, ils étaient 150 aux alentours de 6h du matin pour bloquer les 10 bâtiments de l'immense université de Nanterre. Un enchevêtrement de barrières, de chaises, de tables et de chaînes devant chaque entrée. La fac est totalement cadenassée. Impossible donc pour des centaines d'étudiants de passer leur partiel. Norman étant en licence de psychologie, il regrette surtout le manque d'informations. On est informé de rien du tout, donc on ne ssait pas comment on va être évalué, si ce sera un devoir maison, si ce sera en même temps que les CM. Du coup, ça fait une charge de travail en plus. Même les profs, ils sont pas au courant. La fac, en fait, elle tweet, mais elle n'envoie rien aux profs non plus. Donc les profs non plus sont pas au courant, donc on sait rien. L'université étudie actuellement plusieurs scénarios de report des examens, quitte à organiser les épreuves à l'extérieur de la fac. C'est une possibilité. En tout cas, à Nanterre, de plus en plus d'étudiants comprennent le mouvement. La semaine dernière, les CRS sont intervenus pour évacuer un bâtiment occupé. Un coup de force qui ne plaît pas à Driss en deuxième année de langues étrangères appliquées. C'est pas possible. Ici, c'est un endroit où on est là pour étudier, pour communiquer, transmettre des choses et ça n'a rien à voir avec une université d'envoyer des CRS. Pour l'heure, la fac de Nanterre est toujours occupée et elle le sera jusqu'à l'Assemblée générale de demain matin qui doit décider ou non de la prolongation du mouvement. Victor Delande à Nanterre et puis à noter qu'à Tolbiac, les étudiants du syndicat de droite unis ont même appelé la préfecture de police pour débloquer leur université. Travailler une journée de plus pour gagner autant. Après le lundi de Pentecôte, Emmanuel Macron a laissé la porte ouverte à une deuxième journée de solidarité. La piste est envisagée, a-t-il déclaré hier soir. Rien de tranché pour l'instant, si ce n'est l'avis de certains syndicats. Joseph Touvenel est le vice-président de la CFTC et pour lui, cette journée de solidarité, c'est hors de question. Je répondrai déjà au président Macron que quand il avait déclaré pour se payer un costard, il faut travailler, qu'à force de vouloir nous faire travailler sans être rémunéré, ça sera un costard sans manche. C'est-à-dire que très clairement, le président Macron nous indique qu'il veut revaloriser la valeur travail. C'est bien, mais la valeur travail, elle a un prix. Un prix, c'est quand je travaille, je suis rémunéré. Tout travail mérite salaire. Et puis, on ne peut pas à la fois nous dire on ne va pas augmenter les impôts et prévoir une augmentation de la taxe sur les salaires, puisque le financement de la solidarité aujourd'hui, c'est une taxe prélevée mensuellement de 0,3%, taxe de solidarité, d'envisager de la passer à 0,6%, c'est-à-dire un doublement d'un impôt qui est un impôt indirect. Là, il y a une contradiction majeure. Il est normal que chacun participe aux efforts de la communauté nationale, y compris pour les personnes dépendantes, mais ça passe par l'impôt sur le revenu. Alors qu'aujourd'hui, vouloir demander à celles qui travaillent comme caissières dans un supermarché de sacrifier une journée, qui est souvent une journée fériée, pour travailler sans être rémunéré et de passer à 2 jours, c'est anormal. Joseph Touvenel, le président de la CFTC, joint par Olivier Samin. La France en alerte, attention aux allergies, les pollens sont de retour. 43 départements sont placés en alerte rouge. Pollen de bouleau dans le nord de la France, pollen de platane, de chêne dans le sud. Seuls le Finistère et Andorre sont complètement épargnés. L'alerte est maintenue au moins jusqu'en fin de semaine en raison des fortes températures. Le prix Pulitzer est décerné cette année à 2 journalistes du New York Times et à Ronan Farrow du New Yorker. Ils sont récompensés pour leur couverture de l'affaire Harvey Weinstein. Ce sont eux qui ont révélé ce scandale au grand public. Une main tendue à présent, celle de Laura Smet à Laetitia Hallyday. En pleine guerre de succession, la fille de Johnny annonce qu'elle aimerait trouver un accord à l'amiable après le gel très partiel vendredi dernier du patrimoine du chanteur. Écoutez Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet. La décision de vendredi dernier indique qu'il y a des raisons extrêmement sérieuses qui tentent à considérer que la succession pourrait être gouvernée par le droit français. Et d'autre part, Laetitia Hallyday, dans son interview au Point, dit extrêmement clairement que lorsqu'elle s'est mariée avec Johnny Hallyday, elle s'est mariée avec la France. Donc les liens manifestement plus étroits sont avec la France. Je dis, dans ces conditions, affrontons ensemble
le principe de réalité et essayons de trouver un point d'équilibre sur les deux questions fondamentales de ce dossier. La première question, c'est la gestion du devenir de l'œuvre immense de Johnny Hallyday. La seconde question, c'est le partage en pleine propriété des différents biens de la succession. Et donc je souhaite, mais ça n'est ici qu'un vœu, que cet accord puisse éventuellement intervenir avant la date anniversaire de Johnny Hallyday qui aurait eu 75 ans le 15 juin prochain. Donc je me retourne vers la partie adverse et je leur demande si elle est prête à tendre la main dans ces conditions-là. Maître Ravanas, l'avocat de Laura Smet, il répondait à Salomé Legrand. En foot, ça deviendrait presque une habitude. Paris a écrasé la Ligue 1 hier soir. Les Parisiens remportent le championnat après leur victoire 7-1 sur Monaco. Un titre qui ne reviendra peut-être pas à tous les joueurs. Hatem Ben Arfa n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison. Julien Froment, ça voudrait dire qu'il pourrait être privé de médaille. Oui, il figure sur la photo publiée sur le compte Twitter du club, intercalé entre le gardien Alphonse Areola et le milieu de terrain Marco Verratti. Pourtant, Hatem Ben Arfa n'est techniquement pas encore champion de France avec le Paris Saint-Germain. La Ligue de football professionnel à ce sujet est d'ailleurs très claire. Pour être considéré comme champion, il faut avoir disputé au moins 1 minute durant la saison avec le club qui a remporté le championnat, ce qui n'est pas le cas de Ben Arfa, on le rappelle, au placard depuis maintenant plus d'1 an après une brouille avec le président Nasser El Khelaifi. L'ex-joueur de Lyon s'est entraîné au camp des loges avec les professionnels tout au long de la saison, mais il a regardé les matchs soit à la télé, soit en tribune. L'entraîneur parisien Unai Emery a encore 5 matchs pour faire d'Hatem Ben Arfa un champion de France. Ce serait alors son 6e titre de champion après en avoir empoché 4 avec Lyon et 1 avec l'OM. Mais entre les deux hommes, ce n'est pas l'amour fou. Enfin, si Ben Arfa venait à être titré, il empocherait la prime de champion estimée à 500 000 €. Pas sûr que le Paris Saint-Germain, surveillé par le fair-play financier, fasse ce genre de cadeau. Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et puis sur la pelouse en ce moment, 33e journée de Ligue 2. Brest mène 2-0 face à Lorient après 67 minutes de jeu. Un mot de tennis avec le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Victoire de Pierre-Hugues Herbert et des têtes de série Raonic, Bautista Agut et Ramos. Ça passe aussi pour le revenant Novak Djokovic. Défaite en revanche pour le Français Julien Benneteau qui s'incline au premier tour pour son dernier Monte-Carlo. La météo de demain, Christine Peña, c'est de mieux en mieux. Oui, même beaucoup mieux puisque nous allons entrer dans une période carrément estivale. Alors, demain matin, il y aura pas mal de brumes et de brouillard qui vont s'évaporer rapidement pour laisser place au soleil. Tempête de ciel bleu sur pratiquement l'ensemble du pays. Alors, 2 petites aspérités. Entre la Côte d'Azur et la Corse, là, il y aura quelques nuages qui peuvent lâcher quelques gouttes, mais uniquement sur le relief. Ce sera assez anecdotique. Et puis sur le Finistère également, des nuages et du vent. Côté température, petite fraîcheur relative au réveil qui sera bien vite oubliée l'après-midi puisque ces températures, elles commencent à grimper. Nous serons de 4 à 7 degrés au-dessus des valeurs de saison à partir de demain. Il fera jusqu'à 24 à 25 degrés dans le sud, plus frais le long des côtes du Finistère et du Morbihan avec autour de 16 à 17 degrés. Il est prévu jusqu'à 22 à Paris et 23 à Strasbourg et Lyon. Merci Christine Peña.